Une heure au cours de laquelle également je vous donnerai des conseils afin d'appréhender au mieux cette UE, afin d'appréhender au mieux en fait et de développer en tout cas ou de mettre en œuvre une stratégie le jour de l'examen. Avant de commencer, je vous propose de procéder en fait à quelques tests. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Faites-moi un retour. On est en direct, donc dites-moi, n'hésitez pas. Dites-moi également d'où vous venez, ce que vous faites. Je sais que chez ProConta, on est suivi d'un petit peu partout, en France, à l'étranger. Donc dites-moi, faites-moi un retour par rapport à ça. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous ne passez que l'UE4 du DSCG? Est-ce que vous passez d'autres unités? Faites-moi un retour. Je sais qu'on a un petit décalage, hein, on est en direct, donc on a un petit décalage par rapport au chat. Hein. Vous avez la possibilité donc d'échanger avec moi. Le but, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas. Surtout, on est là encore une fois pour échanger par rapport à tout ça. Donc ça va être l'occasion de poser toutes vos questions par rapport à cette UE qui est réputé comme étant redoutable et qui est également redouté par les étudiants. Donc dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? N'hésitez pas, faites-moi un retour par rapport à tout ça. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes étudiant exclusivement? Est-ce que vous travaillez à côté? Est-ce que vous passez d'autres unités aussi, encore une fois, autour du DS? Pour l'instant, je n'ai pas encore de retour, mais ça ne saurait tarder. Euh, donc allez-y, faites-moi un retour, hein, n'hésitez pas. Est-ce que vous connaissez hein, ProConta? Est-ce que vous suivez, ou en tout cas, est-ce que vous avez été préparé à d'autres unités grâce à ProConta? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est la première fois que vous passez le DSCG? Donc je commence à avoir un retour. Claire, bonjour Claire. Donc parfait. Claire, donc d'où est-ce que tu viens, Claire? D'où est-ce que tu nous suis? Est-ce que tu passes simplement donc l'unité 4 du DSCG? Est-ce que tu connais? Donc tu passes également le MSI, d'accord, et le mémoire. Très bien. Donc tu es en dernière année peut-être, dernière année du DSCG. Donc allez-y, hein, allez-y, n'hésitez pas. Surtout, il faut que ce soit interactif. Hein, posez vos questions. On est là pour ça. Hein. On va peut-être commencer. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Charles Abaïdia. J'évolue dans un cabinet spécialisé en consolidation. Très bien, tu viens de Charente-Maritime. Bonjour Ethan. D'accord. Ah, tu trimes, d'accord. Très bien. Cette année sera la bonne. Bonjour Magali. D'accord. Première fois. Très bien. Reconversion professionnelle. Bravo. Bravo. Très très bien. Bonjour Younes. Ok, très bien. Ok, donc vous me suivez tous. Donc comme je vous disais, moi, j'évolue dans un cabinet spécialisé en consolidation. Je fais partie donc de l'équipe de ProConta. On sera amené à se revoir sur d'autres lives ou d'autres thématiques que je vais appréhender au cours de cette année. Donc, je vous propose de commencer. Ouais, avant toute chose, vous avez la possibilité donc de télécharger ce slide, enfin les différents slides là que je vais faire défiler au cours de la séance. Donc, en cliquant sur le lien hein, que vous avez en bas de la vidéo. Donc, surtout, prenez des notes, mais gardez en tête que vous pouvez toujours hein, télécharger ce lien. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va redescendre le programme du DSCG. D'accord, je vous donnerai des conseils par rapport à la méthode qu'il faut mettre en œuvre pour chacun en fait ou chacune de ces thématiques. Je vous donnerai également des conseils afin de mettre en œuvre une stratégie
puisque ce genre, ou en tout cas ce type d'unité plutôt, nécessite en fait, nécessite de mettre en œuvre une stratégie, puisqu'il y a beaucoup de facteurs, vous allez le voir, à prendre en compte le jour de l'examen. Et puis, dans un dernier temps, on fera un focus par rapport aux notes du jury. Tous les ans, en fait, vous avez un jury par rapport au DSCG, ou en tout cas aux différentes unités, et on va faire un focus par rapport à ce qui se dit. D'accord, afin d'observer un petit peu les faiblesses que ce jury remonte et quels sont en tout cas les écueils à éviter. Donc les différentes thématiques du programme. Le programme du DSCG a été réformé depuis cette année. La première session donc qui prendra en compte cette réforme sera la session 2020. Donc votre session, donc on va tenter d'observer ensemble quelles modifications ont été apportées par rapport à ce programme. Donc l'UE4 du DSCG, c'est une épreuve écrite de 4 heures de coefficient 1,5, d'accord. Au niveau des différentes thématiques, donc vous avez les opérations de restructuration, la première thématique. On va les redescendre, après on rentrera un petit peu plus dans le détail. Vous avez les normes internationales, les fameuses normes IFRS, pour ceux qui connaissent. Bonjour Bendif, bonjour Anouar, bonjour Younes. Donc vous avez encore une fois les normes internationales. Vous avez les comptes de groupe. D'accord, ce qu'on appelle également la consolidation, grosse thématique du programme. Et enfin, vous avez l'audit. Donc, au niveau de la réforme, auparavant, vous aviez également une thématique que l'on appelait le management financier et l'information comptable. Cette thématique en fait a été supprimée au niveau en tout cas de cette thématique. Vous aviez des chapitres comme le diagnostic financier, des chapitres comme l'information financière, la communication financière, la gouvernance, les différentes obligations que doivent respecter les entreprises qui sont cotées, d'accord, hein, l'obligation de publier ou en tout cas de diffuser certaines informations, l'information réglementée, etc. Donc ces différentes, en tout cas le chapitre ou la thématique qui porte sur encore une fois le management financier a été supprimé du bulletin officiel. En effet, Claire, c'est ça. C'est-à-dire que le diagnostic financier, par exemple, est appréhendé au niveau de l'UE2 de finances. Donc, il a été décidé de supprimer en fait cette thématique de l'UE4 du DSCG. Donc elle a été supprimée et vous avez en contrepartie un renforcement en fait des normes IFRS. Un renforcement, on laisse plus de place désormais aux normes IFRS. On va redescendre un petit peu ces normes, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à tout ça. Les normes IFRS, donc ce sont des normes qui sont élaborées par un bureau, l'IASB. L'idée de ces normes, donc, c'est de pouvoir faire converger les différents référentiels comptables que vous pouvez avoir, d'accord. Et dans la mesure où elles sont en pleine évolution et qu'elles se développent, il a été décidé, en tout cas, vraiment de développer, en tout cas, ce chapitre par rapport à ces normes. D'accord. Donc depuis maintenant quelques années, quasiment tous les examens, le dossier que vous avez au niveau de la consolidation, puisque c'est les normes IFRS, ce sont des normes que vous retrouvez en consolidation. Quasiment depuis peut-être 4 ans, tous les examens en tout cas sont le dossier consolidation est à élaborer en IFRS. D'accord. Donc, comme je vous le disais, suppression du management financier du bulletin officiel. Attention, également, vous avez désormais, depuis donc janvier 2019, depuis janvier 2020, pardon, vous n'avez plus le droit d'utiliser des calculettes en tout cas, ou dans lesquelles vous pouvez avoir accès à des informations qui ont été préenregistrées. Désormais, il faudra se munir de calculettes dotées d'un mode examen.
d'un mode examen et donc qui ne vous permettra pas d'avoir accès aux différentes données que vous avez pu enregistrer dans votre calculette. Donc c'est très important d'être au courant par rapport à ça. Donc il va falloir se doter d'une calculette qui a ce fameux mode examen. Donc, on commence par la première thématique, les opérations de restructuration. Qu'est-ce que vous savez des opérations de restructuration? Dites-moi un petit peu ce que vous en savez par rapport à, je sais pas, est-ce que vous avez déjà traité le cas? Est-ce que vous avez déjà peut-être rencontré cette problématique, je sais pas, peut-être au travail, ou alors peut-être que vous avez lu des articles dans le monde, au niveau dans le contexte économique dans lequel on est. Peut-être que vous avez entendu parler d'opérations de restructuration. Qu'est-ce que vous en savez? Sur quoi ça porte? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Dites-moi donnez-moi des exemples d'opérations de restructuration. Dites-moi. On est là pour échanger. Surtout, il n'y a pas de réponse stupide. Bien au contraire. Donc allez-y. Dites-moi un petit peu tout ce que vous savez par rapport à cette thématique, les opérations de restructuration. Donc Magali me dit fusion, dissolution, TUP, absolument, très bien, très bien. Ça porte sur la fusion. Bendiv, bravo, ouais, c'est ça. Absolument. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, d'une opération de fusion dernièrement, je sais pas moi, au niveau de l'actualité économique dans laquelle on est, est-ce que ça vous parle un petit peu ou pas? Donc c'est ça, hein, les opérations de fusion, dissolution, absolument. Absolument, de TUP, hein, ce qu'on appelle les TUP, hein, les transmissions universelles de patrimoine, absolument. Fusion, Kalilou, c'est ça. Bravo. Bravo. Donc effectivement, les opérations de restructuration, donc vous en avez plusieurs. Généralement, le jour de l'examen, en tout cas, vous avez un dossier qui porte sur ça et il faut maîtriser, en tout cas, tous les ans, vous avez une de ces opérations qui tombe absolument. Mamie me dit PSA Fiat Chrysler. Ouais, très bien, Mamie, absolument. Là, c'est quand c'est, je crois, actuellement, donc vous avez PSA, un gros groupe automobile, qui tente de se rapprocher de Chrysler, de Fiat Chrysler, absolument, afin de former, donc si ça se fait, afin de former le quatrième groupe, le quatrième plus gros groupe automobile mondial. Donc ça représente, si je ne m'abuse, je crois un chiffre d'affaires, en tout cas s'ils étaient amenés à se rapprocher, 270 milliards. Donc c'est quand même assez important. Et d'après ce que je disais encore cette semaine, il semblerait qu'il y ait un accord, en tout cas le protocole d'accord de fusion devrait être présenté, si ça doit se faire, la semaine prochaine. Donc voilà pour l'anecdote. Maintenant, voilà, il y a différents types d'opérations. Puisqu'on dit opération de restructuration, hein, ça peut être donc effectivement des opérations de fusion, mais ça peut être une TUP, une scission, un apport partiel d'actifs. Au niveau des fusions, vous avez différents types de fusions, des fusions à l'endroit, des fusions à l'envers, des fusions création, absorption, des fusions renonciation. Je me répète, le jour de l'examen, vous tomberez sur une de ces thématiques-là. Et donc, il va falloir les redescendre, appréhender, avoir une méthode pour chacun de ces cas. Hein, chez ProConta, donc on abordera ces différentes situations et on vous donnera directement donc une recette à mettre en œuvre afin de pouvoir traiter d'un point de vue juridico-comptable ces différentes opérations. Donc effectivement, Bendif, il y a même l'apport partiel, exactement, ce qu'on appelle l'apport partiel d'actifs ou donc l'APA. Absolument, bravo, c'est ça. Donc, ce qu'on vous demande également de maîtriser, c'est de pouvoir déterminer une parité d'échange, de pouvoir traiter éventuellement le cas d'une soult. Il va falloir donc appréhender ces différentes notions. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de maîtriser, de pouvoir donc comptabiliser ces différentes opérations.
Est-ce qu'elles doivent être comptabilisées à la valeur comptable, à la valeur réelle? De quelle façon je dois remonter la société qui a été absorbée? Selon quelle modalité? Il va falloir analyser en tout cas ces différentes opérations. Donc c'est ce qu'on vous demande de maîtriser. Également, donc notion très très importante qui tombe tous les ans. Tous les ans, de pouvoir analyser et traiter en fait le boni de fusion, le boni ou le malus de fusion. D'accord? Donc c'est extrêmement important de pouvoir appréhender au mieux cette thématique. Généralement, ce sont des dossiers de 4 à 6 points. Ça dépend des sessions. Mais cette thématique est incontournable, très important d'en maîtriser tous les aspects juridiques, les aspects comptables. D'accord? Donc voilà, au niveau de la réforme, il n'y a pas eu de modification, il n'y a eu aucune même modification par rapport à ce chapitre, en tout cas pas de grosse modification. Voilà ce que vous devez savoir par rapport aux opérations de restructuration. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là, je suis là pour y répondre. On en profite, on est là pour 1 heure ensemble, donc allez-y, pardon. Le but c'est que ce soit vraiment interactif et donc n'hésitez pas par rapport à tout ça. Donc deuxième grosse thématique, les normes IFRS. Alors auparavant, donc les normes IFRS ont toujours fait partie du programme. Elles étaient traitées au niveau des comptes de groupe. Là maintenant, elles ont été isolées au niveau du programme afin vraiment de marquer le trait et de pouvoir, encore une fois, de pouvoir les appréhender ou les traiter, en tout cas les développer ou les traiter, les appréhender un petit peu plus. Donc il y a eu un renforcement, encore une fois, des normes IFRS. Ces normes internationales, est-ce que vous avez des notions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des notions par rapport à ces normes? Dites-moi ce que vous en savez. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Sur quoi ça porte? Quelle est l'idée, l'objectif? Allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est là pour ça, encore une fois. Dites-moi tout ce que vous savez. Le but, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc allez-y, surtout. N'hésitez pas, faites-moi un retour par rapport aux normes IFRS. Dites-moi tout ce que vous savez par rapport à ça. Donc, alors, j'ai une question d'Anouar. Est-ce que l'évaluation fait toujours partie des thématiques? Alors, généralement, en fait, au niveau d'un dossier en fusion, ou en tout cas d'une opération de fusion, effectivement, au préalable, lorsque deux sociétés, par exemple dans le cadre d'une opération de fusion, souhaitent se rapprocher, il convient d'évaluer ces deux entités. Dans la mesure où cette thématique est quand même assez développée au niveau de l'UE2 de finance, encore une fois, auparavant, ça faisait partie donc du chapitre en fait du management financier, qui a été donc supprimé. Donc désormais, l'évaluation ne fait plus partie du programme du DSCG. Mais dans le cadre des opérations de fusion, effectivement, vous pouvez être amené à faire une toute petite évaluation. Généralement, c'est pas très développé. C'est pas, en tout cas, pas aussi développé qu'au niveau de l'UE de finance. Donc nous, on sera là pour vous aiguiller par rapport à ça, pour vous expliquer au minimum ce que vous devez connaître pour appréhender au mieux un cas d'examen. Maintenant, ce ne sera jamais aussi développé, où on n'attendra pas de vous, on ne sera pas aussi exigeant qu'au niveau de l'UE de finance, où là vraiment cette thématique est incontournable au niveau de l'UE2 de finance. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question, Anouar? Dites-moi, faites-moi un retour. Donc par rapport à ça. Encore une fois, l'évaluation, c'est le préalable à toute opération de rapprochement, mais dans la mesure où c'est développé sur une autre unité, ça a été allégé, en tout cas au niveau de l'UE4 du DSCG. Donc dites-moi, faites-moi un retour, est-ce que j'ai répondu à votre question? Allez-y. Donc Raouf, les normes IFRS. Ok, très bien. Très bien, Anouar. Donc les normes IFRS.
Les normes IFRS sont des normes internationales, d'accord, qui sont élaborées par un organisme indépendant, l'IASB. L'idée en fait de ces normes, c'est de pouvoir faire converger pardon, ou d'harmoniser en tout cas les différents états financiers que l'on peut retrouver, puisque un investisseur, lorsqu'il va vouloir à un moment donné opérer, en tout cas opérer ou en tout cas opter pour des décisions stratégiques, il va falloir qu'il puisse comparer les différentes entreprises entre elles. Et donc on se retrouve là à un moment donné bloqué dans la mesure où chaque entreprise, en fonction du pays dans lequel elle se trouve, va utiliser un référentiel comptable. D'accord. L'idée des normes IFRS, c'est de faire converger tout ça par rapport au contexte dans lequel nous on évolue. Donc ces normes, encore une fois, le but c'est de faire converger ces différents référentiels. Ces normes, au niveau des IFRS, on ne fait plus de comptabilité, hein, on fait clairement du reporting financier. Elles sont en pleine évolution. D'accord, elles sont en pleine évolution. Au 1er janvier 2019, vous avez eu l'obligation là, les entreprises ont l'obligation de mettre en œuvre IFRS 16 qui porte sur les contrats de location. L'année dernière, 1er janvier 2018, les entreprises qui devaient publier en tout cas leur compte consolidé en IFRS devait appliquer donc IFRS 15 qui porte sur la reconnaissance du chiffre d'affaires. 1er janvier 2018 également, vous avez eu la norme IFRS 9 qui est entrée en vigueur, IFRS 9 qui porte sur les instruments financiers. Donc vous avez comme ça depuis tous les ans, en tout cas depuis un certain nombre d'années, pardon, les aléas du direct. Depuis un certain nombre d'années, vous avez comme ça les normes IFRS qui évoluent, qui entrent en vigueur. D'accord. Ces normes, la prochaine grosse norme IFRS qui entrera en vigueur, c'est IFRS 17 qui porte sur les contrats d'assurance. D'accord. Ces normes, en fait, comme on le disait, ont pour objectif d'harmoniser tous ces différents référentiels comptables. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc par rapport à cela? Le but, voilà, c'est la comparaison, encore une fois, des différents états financiers. N'oublions pas qu'on peut évaluer une entreprise à partir de ses états financiers. D'accord, donc c'est très important pour un investisseur de pouvoir arbitrer convenablement et ces normes servent à ça. Après, ce que vous devez savoir aussi également, dans tous les cas, on rentrera un petit peu plus dans le détail lorsqu'on appréhendera ce chapitre au cours de l'année. D'accord, mais ces normes sont d'application obligatoire pour les entreprises en Europe qui sont cotées sur un marché réglementé. D'accord. Donc très très important. Elles prennent encore une fois de plus en plus de place. Donc nous, en tant que comptables, on est obligé de se mettre à jour par rapport à ça. Et de les prendre en compte par rapport à notre métier. Donc j'ai Mamie qui me dit la comptabilisation des IMO incorporels à la valeur réelle. De quoi est-ce Hassan qui me dit c'est le passage de l'approche juridique à l'approche financière. C'est vrai que c'est une grosse approche financière. Bravo Hassan. Effectivement, c'est une très très bonne remarque. En tout cas, par rapport encore une fois au monde économique dans lequel nous on évolue, c'est vrai que l'économie tend à se financiariser de plus en plus et effectivement elles sont très axées finance. Donc par le goodwill, oui, effectivement, c'est des notions qu'on appréhende au niveau des normes IFRS. Je tiens aussi à préciser, je ne sais pas si j'ai été très clair par rapport à ça, mais ces normes IFRS sont utilisées notamment pour les comptes consolidés, d'accord? Donc cette thématique est interconnectée avec la thématique suivante, à savoir les comptes de groupe. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut être très vigilant par rapport à ces normes.
D'accord? IFRS 16 qui entre en vigueur, qui porte sur les contrats de location. Encore une fois, je me répète, on fera un focus là-dessus, hein. Nous, chez ProConta, les programmes prennent en compte les différentes réformes qu'il y a pu avoir, prennent en compte également l'évolution de la législation. Donc nous, on fera un focus par rapport à ça. Donc IFRS 16 cette année, l'année dernière, vous avez eu IFRS 15 qui porte encore une fois sur la reconnaissance du chiffre d'affaires, et IFRS 9 sur les instruments financiers. Donc il y a certaines normes qu'il faut absolument connaître, qui sont entre guillemets incontournables, et donc nous on fera un focus là-dessus tout particulièrement. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, un nouveau chapitre de plus en plus important et les normes en pleine évolution. Alors, ce qu'on vous demande de maîtriser au niveau de ce chapitre, ce que vous devez connaître, le cadre conceptuel des normes IFRS, notion très très importante, d'accord, que vous devez maîtriser. Il faut absolument aussi maîtriser les différents principes comptables que vous retrouvez au niveau des normes IFRS, d'accord. Il faut savoir comment se définit une information, quelles caractéristiques revêt une information financière en IFRS. Toutes ces notions-là, donc, ce sont des notions qu'il faut absolument connaître, ou en tout cas qu'on vous demande de pouvoir maîtriser. Les différents types de valorisation que vous avez en IFRS, hein, la valorisation, que ce soit la juste valeur, ce qu'on appelle la fair value également. Les différents types de valorisation, le coût de remplacement par exemple, le coût actuel, toutes ces différentes notions qu'on va vous demander de connaître. Il faut avoir un minimum de culture par rapport à ça le jour de l'examen, surtout que vous avez généralement des questions qui sont pas très difficiles autour de ça. Donc, Alima, homogénéisation des méthodes comptables, nous devons maîtriser ces normes dans le cadre de la consolidation. Absolument, bravo. Bravo Alima, c'est exactement ça. Donc, on va vous demander également aussi de pouvoir prendre de la hauteur et d'observer les différences de traitement que vous pouvez avoir entre le référentiel CRC 9902, hein, le référentiel français, et les normes IFRS. D'accord, donc nous c'est ce qu'on fera, on tentera d'opérer donc par exemple des retraitements de préconsolidation en normes françaises et en normes IFRS, et on observera un petit peu les différences que vous avez par rapport à cela. D'accord? Donc, la valeur recouvrable, absolument, il y a pas mal de notions que l'on verra. Alors, donc voilà, grosse thématique qui a maintenant été isolée, encore une fois, au niveau du programme, et qui fait maintenant l'objet d'un chapitre à part entière. Donc les comptes de groupe. Les comptes de groupe, ce qu'on appelle aussi la consolidation des comptes. Donc, qu'est-ce que la consolidation? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qu'est-ce que vous savez de la conso, des comptes consolidés? Ce sont des synonymes. Dites-moi par rapport à la consolidation. C'est un gros chapitre, hein. Gros chapitre, assez redouté d'ailleurs des étudiants, donc rassurez-vous, hein, on va vous donner nous des recettes, un clé en main, prêtes à être appliquées directement. L'idée, encore une fois, c'est de vous faire gagner du temps, de pouvoir vous apprendre tous ces différents concepts, afin que vous puissiez au mieux appréhender l'examen de fin d'année. Donc dites-moi tout ce que vous savez de la conso, ou en tout cas qu'est-ce que vous en savez, sur quoi ça porte, quelle est l'idée. C'est une comptabilité de groupe, me dit Bendif. Oui, d'accord, très bien, ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est quoi l'idée en fait d'une consolidation? Allez-y, dites-moi. Lié avec l'intégration fiscale? Non. Pas forcément, mamie, non. Faut pas faire un lien entre l'intégration fiscale et la consolidation. Non, vous pouvez très bien présenter des comptes consolidés sans que le groupe soit intégré fiscalement, au même titre qu'un groupe qui est intégré fiscalement peut être exempté de présenter en tout cas des comptes consolidés. Façon de donner une vision globale du groupe. Oui, absolument. Alors, la conso en soi, qu'est-ce que c'est? La conso, c'est une simple addition de comptes. C'est tout. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Sur quoi ça porte? Vous avez différentes entreprises qui peuvent avoir des liens capitalistiques entre elles. D'accord? Et l'idée, c'est de se dire à un moment donné, en fait, que représentent ces différentes entreprises, en tout cas, que représenteraient ces différentes entreprises si on les cumulait, ou en tout cas, on présentait les comptes de ces différentes entreprises comme si elles n'en formaient qu'une seule.
D'accord? Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner tout simplement les comptes de ces différentes entités afin de pouvoir présenter un seul état financier. D'accord? Donc, la conso, c'est qu'une simple addition. D'accord? Ce sont des plus et c'est une addition de comptes. Sauf que pour ce faire, il faut respecter tout un processus, hein, un processus de consolidation. C'est une tâche assez technique, d'accord, puisque vous pouvez rencontrer différentes problématiques, notamment lorsque vous avez une société qui est peut-être basée à l'étranger, d'accord. Je ne sais pas, vous avez peut-être le groupe Renault par exemple, Renault qui peut avoir une société, donc Renault Paris, qui est peut-être la maison mère, avec une autre société, Renault Rennes, Renault Lyon, et vous avez également peut-être Renault Tunis, Renault Los Angeles. Et l'idée, c'est de se dire, oui, mais à un moment donné, à un instant T, on aimerait présenter la puissance de ce groupe au tiers. Donc, encore une fois, comme s'il n'en formait qu'une seule. Sauf que, comme si je me retrouve avec une société, par exemple, qui est, comme on le disait, Renault Tunis, qui est en Tunisie, elle va me remonter ses comptes en dinars, et donc là, je vais me retrouver confronté, en tout cas, je vais être confronté à un problème, c'est que je vais avoir d'un côté des comptes en euros et de l'autre des comptes en dinars. Donc, il va falloir convertir ces comptes. C'est une des problématiques que l'on peut rencontrer, notamment au niveau des comptes consolidés. Après, il y a une multitude de choses qui peuvent venir, encore une fois, complexifier un petit peu cette fameuse addition. Et donc, nous, on va être là pour ça, pour redescendre tout ce processus et en tout cas, pour pouvoir l'appréhender au mieux, notamment le jour de l'examen. D'accord, la conso, c'est une thématique incontournable, c'est assez lourd, c'est volumineux, mais nous, on va être là, encore une fois, pour élaguer au maximum le programme et pour identifier vraiment les points clés par rapport à la consolidation, ou en tout cas ce que vous devez absolument maîtriser le jour de l'examen. Encore une fois, hein, notre vision chez ProConta, c'est vraiment, on fait un focus sur l'examen, on essaye d'identifier vraiment les récurrences qu'il peut y avoir à ce niveau-là, et encore une fois, le but du jeu, c'est que vous décrochiez l'examen et du premier coup, hein, d'accord? Donc, absolument, donc c'était ça, Nadège, hein, façon de donner une vision globale du groupe, d'un groupe en tout cas, d'un groupe de société. Donc, une consolidation, comme je vous le disais, une simple addition de comptes. D'accord? Donc oui, hein, un chapitre très très dense qui exige beaucoup d'entraînement, dans la mesure où c'est très 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 technique, la conso. Aucune inquiétude par rapport à ça, sincèrement ça se redescend bien. Il y a même beaucoup d'étudiants en général qui, une fois qu'ils ont compris la logique, aiment bien cette thématique-là ou aiment traiter des cas en consolidation. C'est vrai que c'est très très intéressant. Hein, en conso, on n'est plus vraiment dans la production comptable, on est plus dans l'ingénierie, dans de l'ingénierie comptable, et c'est vraiment une thématique qui est très très intéressante. Hein. Donc c'est vrai que c'est une technique particulière qui nécessite de l'exercice, d'accord, mais au bout d'un moment, une fois que vous avez compris le truc, ça va tout seul. Et c'est vraiment très très intéressant. Donc ce qu'on va vous demander de maîtriser, vous, le jour de l'examen, ce sont les différents principes de consolidation, que ce soit donc encore une fois en CRC 9902, hein, le référentiel français, ou en IFRS. Je me répète, hein, peut-être pour ceux qui viennent d'arriver, les examens depuis quelques années sont en général, le dossier conso est à faire en IFRS. Donc voilà, nous on va axer nos lives là-dessus et nos exercices sur ces différentes thématiques, mais principalement hein, en IFRS. La définition d'un groupe, qu'est-ce que c'est? Le cadre réglementaire qu'on va vous demander de maîtriser. Dans quelle mesure est-ce que je peux déterminer qu'une société, par exemple, a une influence sur une autre société? Ce que vous devez connaître, ce sont les cas, par exemple, les cas d'exemption, les cas d'exclusion. Combien de commissaires aux comptes je dois avoir sur des comptes consolidés. Voilà, toutes ces notions, il y a quand même une grosse partie juridico-théorique qu'il faut quand même maîtriser le jour de l'examen. Ce sont des questions assez simples en général, très très bien payées. Donc nous, encore une fois, on vous donnera des fiches par rapport à ça, de façon à ce que vraiment vous puissiez appréhender au mieux, en tout cas, ces notions-là. D'accord ?
mais voilà, il y a quand même une grosse partie juridique à maîtriser, hein. Qu'est-ce qu'une société ad hoc? Est-ce qu'on retrouve ce type de société? Quelle est l'influence que l'on a? Quelles sont voilà, toutes ces thématiques que l'on redescendra ensemble au cours de l'année. Donc le processus de consolidation, on va vous demander de maîtriser, hein, le processus de conso, c'est une recette, hein, en soi une véritable recette, on pourrait assimiler ça à une recette de cuisine. Hein, vous devez respecter certaines étapes afin de pouvoir établir vos comptes consolidés. Donc, ça commence par définir un périmètre, quelle société je prends en compte, quelle société j'exclus du périmètre. On passe sur des opérations de pré-retraitement de consolidation ou de retraitement de compte. Hein, si vous avez une société, donc on disait tout à l'heure Renault Paris qui peut-être amortit ses immobilisations sur 5 ans et Renault Lyon qui les amortit sur 10 ans, on va se retrouver avec un problème d'homogénéité, donc on va être là un petit peu pour nettoyer tout ça. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Et c'est là où ça commence à devenir technique. Puis après, vous devez convertir peut-être les comptes des sociétés qui ne sont pas, qui ne tiennent pas en tout cas leur comptabilité en euros. Vous avez toutes ces problématiques qui portent sur les écarts d'acquisition, ce qu'on appelle également le goodwill en IFRS, les problématiques qui tournent au niveau par rapport aux écarts d'évaluation, qui est encore autre chose. Les notions d'élimination, de marge interne ou d'opération réciproque. Hein. Si j'ai Renault Lyon qui vend des véhicules peut-être ou à Renault Rennes, est-ce qu'à un moment donné, on va pas être confronté justement avec à une problématique portant sur le chiffre d'affaires. Et donc, tout ça, en tout cas, la consolidation nécessite de respecter en fait un processus. Et donc nous, on va être là pour vous l'expliquer, pour le redescendre avec vous, et de façon, encore une fois, à pouvoir arriver jusqu'au bout du processus, à savoir le partage des capitaux propres des différentes sociétés que l'on a. Mais on rentrera plus dans le détail lorsque l'on appréhendera ces différentes thématiques. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, on est là pour ça, la consolidation, la sommation des états financiers des sociétés du groupe. Ouais, c'est absolument ça, Hassan. Bravo pour ton intervention. Alima qui me dit le périmètre de conso, le pourcentage de droits de vote, le pourcentage d'intérêt. Effectivement, absolument, ce sont des notions qu'il faut maîtriser et on sera là pour redescendre tout ça ensemble. Donc, les documents de synthèse que vous devez également donc publier lorsque vous sortez des comptes consolidés. Lorsque vous sortez des comptes sociaux, vous devez sortir des états financiers. Les états financiers, quels sont-ils? On les connaît, c'est le bilan, le compte de résultat et l'annexe. En consolidation, vous avez également ces documents-là qu'il faut présenter, mais d'autres documents également qu'il faut présenter. Donc on sera là pour redescendre tout ça ensemble. Au niveau, encore une fois, de la réforme, là, il n'y a pas eu de grosses modifications, hormis le fait que voilà, les normes IFRS se développent et donc vraiment aujourd'hui, on est de plus en plus, ou en tout cas, la probabilité de chance pour que le dossier consolidation de cette année soit, encore une fois, en norme IFRS, est assez élevée. D'accord ? Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la conso, n'hésitez pas, on est là pour ça. Encore une fois, ça nécessite d'être méthodique. C'est très très technique, donc il convient de faire beaucoup d'exercices afin d'apprendre au mieux cette logique. Et nous, on sera là encore une fois pour vous donner des recettes clés en main par rapport à toutes ces différentes situations que l'on peut rencontrer en consolidation. Donc voilà, je n'ai pas de questions. Allez-y, dites-moi, surtout, encore une fois, il faut que ce soit interactif, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, dernière thématique du programme de l'UE4 du DSCG, c'est l'audit, l'audit des comptes. Donc l'audit, qu'est-ce que c'est? C'est du contrôle. D'accord, l'audit, ça porte sur toutes ces notions d'audit légal. D'audit contractuel également. Alors j'ai une question de Anouar, est-ce que les documents de synthèse font partie des thématiques qui tombent à l'examen? Ça peut être des questions que l'on vous pose, mais oui, vous pouvez très bien avoir une question qui tombe par rapport à ça. Quels sont les documents que vous devez présenter lorsque vous présentez des comptes consolidés en IFRS, par exemple? Quelles normes portent sur ça, etc. Mais oui, vous pouvez très bien avoir des questions par rapport à ça. J'ai une question d'Alima, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Anouar, dites-moi.
d'Alima. La variation du périmètre de consolidation. Je crois que le nouveau programme a retenu 3 cas de figure au lieu de 5 cas de figure. Au niveau des variations de périmètre, alors on le verra ensemble, hein, c'est une notion assez particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, le jour de l'examen, ce sont vraiment des petites questions qui portent par rapport à cet exercice-là. Ça va jamais très très loin en général. Nous, on sera là encore une fois pour redescendre avec vous. Hein. Notre programme chez ProConta prend en compte, hein, les modifications, en tout cas les modifications liées à la réforme. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Les comptes combinés, alors les comptes combinés aussi, c'est une notion qu'il faut maîtriser. On ne vous demandera pas d'établir en tout cas de comptes combinés, hein, ça ne fait pas partie du programme. Par contre, vous pouvez très bien avoir des questions de cours par rapport aux comptes combinés. Donc, les comptes combinés, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de comptes consolidés, mais pour des sociétés en fait qui n'ont aucun lien capitalistique entre elles. D'accord? Par exemple, vous avez la sécurité sociale qui doit présenter, en tout cas les organismes de sécurité sociale qui doivent présenter des comptes combinés. D'accord? Les sociétés n'ont pas les sociétés, je me reprends, n'ont pas de lien capitalistique entre elles, mais elles peuvent ou veulent ou doivent présenter des comptes combinés. Ça dépend. Vous pouvez très bien avoir deux sociétés, on prend le cas, je dis une bêtise, de peut-être Peugeot et Renault qui, à un moment donné, se disent, bon bah voilà, on aimerait bien présenter des comptes combinés, même si on n'a pas de lien capitalistique entre nous, on aimerait montrer ce que vaut le groupe ensemble. D'accord? Donc c'est un petit peu plus précis que ça, j'essaie de vulgariser la situation, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de lien capitalistique et donc à ce moment-là, vous vous retrouvez à présenter ce qu'on appelle des comptes combinés. Après le processus, c'est exactement le même qu'en consolidation, c'est vraiment la même chose, il y a des étapes à respecter et il n'y a pas de grosses différences, hormis des notions d'écart d'acquisition ou autre, mais que l'on reverra, en tout cas, vous avez un cours par rapport à ça qui sera dédié aux comptes combinés. Mais ce qui peut tomber au niveau des comptes combinés, ça peut être éventuellement une question de cours qui tourne autour de ça. D'accord? Donc on en était à l'audit. Je ne sais pas, dites-moi à Noir, hein, si vous avez d'autres questions, ou Alima, hein, surtout n'hésitez pas. Ou les autres, hein, faites-moi des retours, hein, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez, ou en tout cas toutes les interrogations que vous vous posez. On est là pour ça. Donc, au niveau de l'audit, encore une fois, l'audit, c'est du contrôle. Voilà, c'est au niveau de l'audit, attention. Là, je mets un focus ici. Pourquoi? Parce que au niveau de l'audit, en fait, vous avez eu la publication en mai 2019 de la loi Pacte, une loi qui permet en fait, qui a pour objet ou en tout cas pour finalité de faciliter un petit peu ou de faciliter même tout court le monde des entreprises ou en tout cas les entreprises, leur donner plus de latitude. D'accord? Et cette loi est venue percuter littéralement le monde du commissariat aux comptes. Pourquoi? Parce que lorsque parfois vous êtes dans l'obligation donc de faire auditer vos comptes, hein, par un commissaire aux comptes, et en fait cette loi a eu pour conséquence de rehausser les seuils d'intervention des commissaires aux comptes, et ces derniers se sont retrouvés à perdre un nombre très important de mandats. Donc grosse modification législative par rapport à ça. Au niveau du commissariat aux comptes, donc il faut faire très attention. Warning au niveau de la loi Pacte et de l'audit. Nous, on fera un cours, on développera un petit peu plus le sujet, mais c'est très important d'avoir conscience de cela, puisqu'il y a eu quand même de gros impacts au niveau du commissariat aux comptes par rapport à cette fameuse loi Pacte. D'accord? Vous en avez peut-être entendu parler dans vos cabinets, hein, dites-le moi, faites-moi un retour par rapport à ça, mais on en a beaucoup parlé. Donc en audit, ce qu'on va vous demander de maîtriser, c'est vrai que l'audit, il y a un champ lexical très propre à l'audit, très spécifique à l'audit. Donc on vous demandera de maîtriser ce champ lexical, hein, c'est très important. Donc il y a une petite coquille là, à champ, hein, vous nous excusez par rapport à ça. L'audit, ce qu'on va vous demander en tout cas de comprendre, c'est les objectifs d'un audit. Quels sont les différents types d'audits?
L'audit contractuel, l'audit légal, l'audit interne, l'audit externe. Quelles sont les normes que doivent respecter les commissaires aux comptes lorsqu'ils mettent en œuvre en tout cas une mission d'audit, d'accord? Toutes ces notions, on va vous demander de les maîtriser, de les appréhender au mieux, de savoir définir ce que sont des risques, quels sont les différents types de risques que l'on rencontre en audit, le risque d'audit, le risque lié au contrôle interne, le risque de non-détection, le risque d'anomalie significative, hein, toutes ces notions-là, il va falloir les définir, les appréhender, c'est très très important. Les différents seuils également que vous avez en audit, hein, seuil de matérialité, le seuil d'investigation, le seuil des anomalies manifestement insignifiantes, le seuil de signification. Toutes ces notions, il faut pouvoir les appréhender, il faut pouvoir les maîtriser. Généralement, l'audit, c'est un dossier entre 4 à 6 points, hein, un petit peu comme la fusion. C'est des questions pas très compliquées. C'est très rentable dans la mesure où on vous pose une question, vous savez, vous en avez pour quelques minutes à répondre, et en général c'est bingo, et vous pouvez vraiment récupérer pas mal de points au niveau de ce dossier-là. Hein, moi, je conseille aux étudiants que je suis également, donc vraiment de mettre un focus sur l'audit. C'est vraiment pas très compliqué. Après, c'est très conceptuel, mais on sera là encore une fois pour vous expliquer toutes ces notions. Donc, ce qu'on va vous demander également de maîtriser, c'est quels sont les objectifs et la finalité du contrôle interne, hein, dans une entreprise. Comment est-ce que le commissaire aux comptes apprécie en tout cas le contrôle interne? Quelles sont les conséquences derrière par rapport à l'évaluation de ce contrôle interne, hein? Quelle diligence doit mettre en œuvre derrière, ou en tout cas va mettre en œuvre le commissaire aux comptes une fois qu'il a appréhendé, ou en tout cas qu'il a apprécié le contrôle interne d'une entité. Donc, on va vous demander donc de maîtriser tout ça. Également les règles déontologiques que doivent respecter les commissaires aux comptes lorsqu'ils doivent intervenir sur un dossier, lorsqu'ils ont un mandat. Hein, toutes ces notions-là, on va vous demander de les maîtriser. Et donc voilà, par rapport à l'audit, surtout faites-moi un retour. Hein, est-ce que vous avez des questions? Hein, je me répète, focus au niveau de ce chapitre-là, très très important, la fameuse loi Pacte qui est entrée en vigueur en mai 2019 et qui est venue modifier les seuils d'intervention des commissaires aux comptes. Warning par rapport à ça, étant donné que c'est quand même assez frais, il faut être vigilant, hein, d'accord? Il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, voilà ce que je vous disais, loi Pacte qui s'ajoute au programme. Donc, ce qu'on va vous demander de maîtriser, vous, le jour de l'examen et une fois que vous serez en poste. Donc, je fais une synthèse de ce que je viens de dire. D'accord? Il faut pouvoir appréhender au mieux, et ou en tout cas savoir passer les différentes écritures comptables que vous avez lorsque vous rencontrez une opération de restructuration. Hein, il faut pouvoir déterminer l'impact des normes IFRS sur les états financiers. D'accord? Pouvoir prendre de la hauteur au niveau de ces normes. N'oubliez pas que les examens sont de plus en plus axés IFRS. D'accord? Vous avez pas mal de questions par rapport à tout ça. De savoir passer également les enregistrements donc de comptables en IFRS, de pouvoir enregistrer les opérations de conso. Hein, vous pouvez très bien avoir un examen où on fera un focus sur une des étapes du processus de consolidation, au même titre que vous pouvez avoir un examen où au contraire on va tenter de redescendre un maximum d'opérations. Pour ce qui est, alors j'ai une question de Kalilou, pour ce qui est du code de déontologie, on doit maîtriser tous les points pour chaque article. Non, on va vous expliquer en tout cas toutes les notions, ou en tout cas lorsqu'un commissaire aux comptes accepte un mandat, ou en tout cas continue continue d'intervenir sur un mandat, on va vous demander de maîtriser, en tout cas de connaître les règles déontologiques qu'il se doit de respecter, ou en tout cas qu'il doit respecter afin de pouvoir rester sur le dossier ou de pouvoir accepter le dossier. Toutes ces notions d'incompatibilité, par exemple, vous devez les maîtriser et on va redescendre tout ça ensemble. D'accord? Mais après, on ne vous demande pas de connaître tous les articles de loi, c'est pas du tout l'idée, hein, pas du tout.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Kalilou. Par exemple, on va vous demander de pouvoir identifier, ou en tout cas, dans quelle mesure ou de quelle façon le commissaire aux comptes doit-il déterminer ses honoraires. Par exemple, ça fait partie des règles que le commissaire aux comptes doit respecter. Donc ça, on peut vous demander de donner la règle juridique par rapport à cela. Incompatibilité et conflit d'intérêt, absolument, Alima, c'est un petit peu ça. Donc toutes ces règles déontologiques que doit respecter le commissaire aux comptes, on va vous les expliquer, on va vous les enseigner, on vous donnera des fiches chez ProConta par rapport à ça, ou en tout cas des points qu'il faut vraiment retenir. Et donc, comme je reprends, donc comme je disais, savoir enregistrer les opérations de consolidation, des différentes étapes que vous pouvez rencontrer. Et enfin, au niveau de l'audit, pouvoir mettre en œuvre une démarche d'audit. D'accord ? Donc je me répète, mais ce sont voilà, ces prérequis. En tout cas, ce sont les prérequis qu'il faut avoir afin d'appréhender au mieux cette épreuve. Donc maintenant, on va observer ensemble les méthodologies d'apprentissage pour chacune de ces thématiques. D'accord ? Le socle commun à tout ça. Et c'est toujours de cette façon-là que vous devez appréhender, en tout cas, l'UE4. De quelle façon est-ce que vous devez le faire? Donc, dans un premier temps, il faut maîtriser le cours. Il faut bien lire son cours. Il faut bien comprendre. Ok. En parallèle, où on fait des exercices applicatifs, d'accord, d'un niveau pas très compliqué afin de comprendre la logique dans un premier temps. Puis l'idée, c'est à chaque fois de monter en puissance sur ces différents exercices. Ok. Une fois que j'identifie toutes les spécificités qu'il peut y avoir en fonction des différentes problématiques que je rencontre, au cours de l'année, ben je remonte tous ces points en synthèse. D'accord. Donc je fiche tous ces points en synthèse qui me paraissent justement très importants. Nous après on est là également pour vous aiguiller. Donc on vous fournira, en tout cas vous aurez accès à plusieurs lives. D'accord, une cinquantaine à peu près de vidéos, en tout cas, peut-être pas de live, mais de vidéos plutôt, où on vous explique encore une fois les différentes problématiques et de quelle manière vous les appréhendez. Vous aurez des fiches également, des fiches techniques par rapport à ça, mais c'est toujours de cette façon-là qu'il faut appréhender en tout cas l'unité. Je me focalise sur une partie du cours, très bien, je lis le cours, je maîtrise dans un premier temps. Dans un second temps, en parallèle, je commence des exercices applicatifs. Ok, très bien, je reviens éventuellement sur mon cours pour comprendre un petit peu, et puis après je commence à monter en puissance, de façon à arriver le jour de l'examen et pouvoir voler à une certaine altitude pour pouvoir passer sans aucun problème pour le niveau qu'on vous demande de maîtriser le jour de l'examen. Et dans un troisième temps, tout le temps, je remonte en synthèse les différents points spécifiques que moi j'ai identifiés. D'accord ? Donc, je t'en prie, Alima, c'est très intéressant. Je t'en prie. On est là, surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, au niveau des opérations de restructuration, notion très technique, thématique très technique. Vous avez la partie juridique est quand même assez légère. Hein, c'est vraiment pas très, c'est pas très volumineux. Donc c'est vraiment très technique. Donc c'est exercice. À chaque fois, on vous donne une thématique. Aujourd'hui, l'APA. Comment est-ce qu'on fait pour traiter un apport partiel d'actifs? D'accord. Aujourd'hui, une fusion-renonciation. Comment est-ce qu'on fait pour traiter le cas d'une fusion-renonciation? Aujourd'hui, une fusion avec des participations réciproques. Comment est-ce qu'on fait pour traiter une fusion avec des participations réciproques? Et à chaque fois, vous vous donnez une recette chez ProConta. Et de façon à ce que vous puissiez gagner du temps. L'idée, c'est vraiment de vous, comment dirais-je, de maîtriser au mieux cette recette, de manière à pouvoir répondre à cette problématique-là le jour de l'examen. D'accord. L'idée, le jour de l'examen, c'est vraiment, on va le voir après, hein, le temps est une variable très très importante, et donc l'idée, c'est vraiment de travailler par réflexe. Hein. La réflexion va vous permettre de comprendre les erreurs que vous avez pu commettre si éventuellement vous ne cadrez pas, si éventuellement vous n'êtes pas équilibré. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur des réflexes, d'accord? Encore une fois, je vous donne une recette, vous l'accaparez, vous la maîtrisez, et puis après, ça ira assez vite. Donc, au niveau des opérations de restructuration, de fusion et autres, c'est vraiment exercice, et on met un focus là-dessus. D'accord?
Donc surtout, hein, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Donc la partie IFRS. Donc, il faut absolument maîtriser les fiches qu'on va vous donner qui portent sur tout ce qui est le cadre conceptuel, l'influence que vous avez en IFRS, comment est-ce que je détermine le contrôle, IFRS 10, qu'est-ce qu'un partenariat, IFRS 11, dans quelle mesure j'ai des cas d'exclusion, hein, des cas d'exemption en IFRS. En tout cas, toutes ces notions-là, il faut absolument les maîtriser, les principes comptables, les différentes, on en parlait tout à l'heure, les différentes valorisations que vous avez en IFRS, tout ça, il faut absolument, absolument, absolument maîtriser. C'est très important. Et puis après, il faut bien lire les principales normes, d'accord? Faut être vigilant par rapport à ça. Encore une fois, je me répète, IFRS 16 vient d'entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Cette norme est venue littéralement percuter le monde économique dans lequel on est. Il y a eu de gros impacts sur les états financiers des sociétés qui publient en IFRS, d'accord, hein, de gros impacts. C'est très très important d'en avoir conscience. Et donc, faut être vigilant par rapport à ça. Vous avez également IFRS 9, on en parlait, les instruments financiers, qui est assez récente. IFRS 15, reconnaissance du chiffre d'affaires, qui est très importante. Mais également IFRS 13, qui porte sur la juste valeur, notion centrale en IFRS, donc qu'il faut maîtriser. Quels sont les différents niveaux de juste valeur que vous pouvez rencontrer. Vous avez également donc IAS 1 qui porte sur les états financiers en IFRS. Hein, on en parlait tout à l'heure, j'avais une question. Est-ce qu'on peut me demander, est-ce que je peux avoir une question qui porte sur les documents de synthèse? IAS 1 répond à ça. Mais il y a également d'autres normes. Donc généralement, le jour de l'examen, vous avez en annexe les normes qui sont définies. Mais pour certaines normes, on peut vous poser tout simplement une question. Hein. IAS 23 sur les coûts d'emprunt, par exemple, on peut vous demander, on peut vous poser des questions par rapport à ça, des questions purement théoriques. D'accord? Et généralement, c'est bien payé et c'est pas très compliqué. Donc nous, on sera là encore une fois pour mettre un focus par rapport à ces différentes normes. On va avoir des vidéos par rapport à ça, des exercices, des cas. Hein, puisque ça reste quand même assez technique, encore une fois, les IFRS, hein, c'est une notion qu'on retrouve au niveau de la consolidation. Donc il faut surtout s'exercer. Et effectivement, identifier les différences que vous pouvez avoir avec 9902. Pardon, excusez-moi, le référentiel français. D'accord? Donc, voilà ce qu'il en est, ou de quelle façon vous pouvez appréhender au mieux les normes, ou en tout cas cette thématique qui porte sur les normes IFRS, hein, bien maîtriser les fiches juridiques qui portent encore une fois sur le périmètre, les principes, etc. Bien lire les normes, bien les maîtriser, et s'exercer, exercice, lorsque vous rencontrez, je sais pas, des retraitements de préconso en IFRS, il faut pouvoir le faire. Lorsqu'on va vous demander de déterminer ce que c'est qu'un goodwill, hein, cette notion que l'on retrouve en IFRS, hein, ce qu'on appelle également l'écart d'acquisition en 9902, tout ça on va vous demander de maîtriser, d'accord? Après, donc les comptes de groupe, en tout cas la conso, de quelle façon est-ce qu'on l'appréhende? Un petit peu comme les IFRS, hein, toutes les fiches qu'on va vous fournir sur la partie juridique de la conso, il faut absolument maîtriser. D'accord? Il y a des questions, c'est incontournable et vous ne pouvez pas passer à côté. Hein, quand on vous demande est-ce que la société qui est cotée sur un marché réglementé a la possibilité de publier ses comptes selon le référentiel CRC 9902, c'est des questions qui ne sont pas très compliquées si on connaît son cours. Et donc nous, on va être là pour vous transmettre, pour vous donner ces fiches de façon à ce que, ou en tout cas de faire un focus sur les points, les récurrences que vous pouvez avoir pendant les examens. Mais c'est très important de maîtriser toute la partie juridique, c'est généralement bien payé. Okay? Et après, donc au niveau de la conso, il faut s'exercer un maximum. Il faut s'exercer un maximum afin vraiment d'en comprendre la logique. Donc c'est vraiment exercice. Et nous, on sera là pour vous les fournir. Hein. On a une banque de dossiers qu'on vous mettra à disposition, avec plein d'exercices types, notamment niveau examen et même niveau peut-être un peu plus élevé. Donc l'audit, on vous donnera des fiches. Ok. Au niveau de l'audit, ne travaillez pas sur la fin.
Ne vous dites pas, voilà, je révise l'audit à le dernier mois ou les derniers jours, je vais redescendre tout ça. Ça reste volumineux. Mieux vaut que vous travailliez en amont, d'accord, que vous laissez infuser un petit peu toutes ces informations au cours de l'année. Lisez-les simplement, voilà, une trentaine de minutes par jour ou même tous les 2 jours. Vous lisez tranquillement vos fiches de façon à bien rentrer en tout cas dans ce chapitre, d'accord. Travaillez-le voilà en parallèle des autres thématiques. Maîtrisez le champ lexical qui est propre à l'audit. D'accord? C'est très très important. Vous envoyez un bon signal au correcteur lorsque vous utilisez les mots adéquats. Ok? Les diligences que doit mettre en œuvre le commissaire aux comptes sont, voilà, vous envoyez un très bon signal. Même si vous ne répondez pas forcément juste à tout, vous envoyez un signal, j'ai travaillé, je sais de quoi ça parle, même si je n'arrive pas forcément à traiter le cas là, voilà, j'ai en tout cas bossé. Et c'est très 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 important. D'accord? Ce que je vous disais, donc, c'est vraiment travailler, ayez un maximum de réflexes. À force de traiter des cas, que ce soit en fusion, que ce soit en conso, que ce soit en IFRS ou en audit, vraiment, l'idée, c'est de développer un maximum de réflexes pour gagner du temps le jour J. C'est ça la clé. D'accord? Donc là, on va justement, ça me permet de faire le parallèle. Donc dites-moi hein, si vous avez des questions par rapport à tout ça, surtout, n'hésitez pas. Hein, encore une fois, il faut que ce soit interactif, hein, il faut qu'on puisse échanger ensemble. Donc allez-y, allez-y. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, la stratégie à opérer, en tout cas, lorsque vous êtes confronté à une épreuve, hein, que ce soit une épreuve blanche ou que ce soit l'épreuve finale, il faut tout le temps mettre en œuvre une stratégie. Vous ne pouvez pas partir comme ça en vous disant « j'y vais simplement avec mes connaissances ». Pas du tout. Il faut être très stratégique lorsque vous appréhendez ce type d'épreuve. D'accord ? Là, je vais vous donner des notions, des réflexes que vous devez avoir par rapport à ça et par rapport donc à ces exercices. Donc, nous, voilà, chez ProConta, vous avez deux examens blancs au cours de l'année, donc 2 épreuves blanches en conditions réelles d'examen, et c'est très important de les faire en conditions réelles afin de vraiment rentrer au mieux et d'appréhender, ou en tout cas de pouvoir le jour J se dire voilà quelles sont mes faiblesses, est-ce que je suis assez rapide sur ça, est-ce que je rédige assez bien, est-ce que justement c'est pas trop développé, est-ce que ce n'est pas assez développé. Donc tous ces réflexes que vous devez avoir le jour de l'examen, vous avez, grâce à ProConta et aux épreuves blanches donc que vous allez faire chez nous, on va justement tenter de pouvoir vous faire progresser un maximum par rapport à tous ces éléments-là. Puisque vous avez aussi les 2 épreuves font aussi l'objet de corrections vidéo. Donc, vous avez directement en fait un professeur qui intervient, qui corrige votre copie, mais qui fait une vidéo en parallèle afin de vous expliquer en fait quels sont vos axes d'amélioration, ce qui est très très bien, ce qu'il ne faut pas changer, ce qu'il faut absolument modifier. C'est très très intéressant, ça vous apporte une véritable valeur ajoutée, puisque généralement quand on vous donne une correction comme ça, c'est très compliqué vraiment, que ce soit pour le professeur ou pour l'étudiant, d'identifier ou en tout cas de faire remonter toutes ces informations-là. Grâce à la vidéo, là par contre, il y a une véritable valeur ajoutée puisqu'on vous explique, pendant qu'on corrige, on vous explique et on note en même temps, voilà ce qui est très bien, voilà ce que vous devez améliorer, au niveau de la rédaction c'est pas ça, ou alors au contraire c'est très très bien. Donc, j'ai une question d'Anouar. La partie FRS serait-elle avec la partie conso ou s'agit-il d'une partie à part? Donc, en fait, au niveau du programme, on l'a mis à part. L'idée, c'est vraiment de montrer, en tout cas, que l'on développe et que l'on renforce ce chapitre. Mais les normes IFRS sont interconnectées, en fait, avec la consolidation pour la simple et bonne raison que vous utilisez ces normes afin de publier ou d'établir des comptes consolidés. Donc les deux sont forcément liés. Et bonjour Carmen. Et le jour de l'examen,
En tout cas, au niveau des épreuves, généralement, vous avez un dossier en consolidation, un dossier en fusion, un dossier en audit, et donc, bon, vous pouvez avoir à minima, vous avez ces 3 dossiers-là, et depuis quelques années, le dossier conso est à établir en norme IFRS. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question à Noir, dites-le moi. Donc, la stratégie. Première des choses à faire, lorsque vous arrivez sur votre épreuve, en tout cas sur votre copie. La première des choses à faire, très importante, c'est de lire tout le sujet très rapidement. D'accord? Vous lisez tout, vous redescendez tout, toutes les questions, l'introduction, les annexes, mais très rapidement. D'accord? Il faut absolument tout lire. Donc vous prenez une dizaine de minutes dès que vous arrivez et vous lisez tout. Vous lisez tout, vous identifiez, ok, question 2 du dossier 1, à partir de l'annexe 1, 2, 3, je repère où est-ce que se trouve l'annexe 1, 2, 3, très bien, j'identifie. C'est très important, d'accord? Vous arrivez, vous ne vous lancez pas comme ça dans l'épreuve, pas du tout. Vous commencez par tout redescendre, absolument. Vous prenez une dizaine de minutes pour tout redescendre, vous allez identifier pas mal de points, vous allez voir au niveau de l'audit, ok, ça je sais répondre, ça je sais pas répondre, au niveau de la conso, la question 1, 2, 3, très bien, ça je maîtrise pas. C'est extrêmement important. Une fois que vous avez fait ça, vous budgétez votre temps. C'est extrêmement important d'avoir un budget temps et de le respecter, d'accord? Alors ça reste qu'une indication, évidemment, mais c'est très très important. Pourquoi je vous dis ça? Sur des épreuves de 4 heures, vous avez 20 points à aller chercher. Ok, donc, il suffit de faire une simple règle de 3, 1 point, 12 minutes. Donc, quand vous arrivez sur le dossier conso et que je sais pas, c'est noté sur le dossier conso que c'est sur 10 points, c'est que vous avez 120 minutes à allouer approximativement au dossier conso, d'accord? C'est-à-dire 2 heures. Et vous n'indiquez pas sur votre copie 2 heures pour le dossier conso, non, non, vous indiquez l'heure de départ, puisque vous avez peut-être lu au départ, etc. Et après, vous allez oublier. Donc, il est 14 heures, je commence mon épreuve, il est 14h15 une fois que j'ai fini de redescendre tout le dossier. 14h15, je note 16h15. À 16h16, vous passez au dossier suivant. Peu importe que vous sachiez faire ou pas les questions qui restent, vous reviendrez éventuellement sur les questions si vous avez du temps par la suite. Mais il faut absolument respecter son budget temps, d'accord? Peut-être qu'après, vous allez récupérer du temps sur l'audit ou sur la fusion. Encore une fois, ça ne reste qu'une indication. Mais il faut absolument être discipliné le jour J. D'accord? Il faut absolument se discipliner. Et ça passe que par de l'entraînement. Parce que vous allez voir que ça peut être parfois frustrant de se dire je sais répondre mais je réponds pas parce que je passe à la question suivante. Donc il faut absolument budgéter son temps, et respecter le budget. D'accord? Et puis après on revient par la suite. Gardez en tête qu'il faut mieux vaut traiter 100% du sujet, d'accord? Moyennement, que 50% très très bien. Okay, même si vous avez traité 50% du sujet très très bien, bah, vous allez être noté sur 10. Alors que la personne qui va tenter de répondre et d'aller chercher des points sur chacune des questions, sur chacune des thématiques, a une probabilité de chance de valider l'UE qui est beaucoup plus importante que la première qui a très bien traité la moitié du dossier. Donc surtout, le budget temps, c'est extrêmement important. Pour ceux qui ont déjà passé l'UE, bah vous le savez, ça va très très vite. Hein. Vous rentrez, les 4 heures passent extrêmement vite. D'accord? Donc c'est très frustrant notamment, gardez-le en tête, pour ceux qui ont une bonne maîtrise de l'UE 4. Pourquoi? Parce que si on sait potentiellement tout faire, on va vouloir tout faire le jour de l'examen et donc en tout cas tout faire très bien. Et on vous demande pas de tout faire très bien, on vous demande de tout faire dans un premier temps et puis après. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler avec des réflexes, d'accord, d'utiliser sa réflexion pour revenir sur des cas lorsqu'on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que je suis pas équilibré sur telle écriture ou sur telle écriture, mais travailler sur des réflexes. À force de s'exercer, ben vous allez acquérir des réflexes et c'est là la clé. Donc moi c'est un conseil que je vous donne, faites dans l'ordre les dossiers, d'accord? Dès que vous arrivez, vous lisez votre dossier, vous appelez le surveillant, vous demandez tout de suite une copie par dossier, d'accord? Donc une copie pour le dossier fusion, une copie pour le dossier conso, une copie pour l'audit, et vous faites dans l'ordre. Moi je vous conseille de faire dans l'ordre. N'allez pas forcément dans un premier temps, ne commencez peut-être pas par l'audit, puis après vous terminez par la conso. Pourquoi je vous dis ça?
Mettons que le dossier audit, c'est le troisième dossier, vous êtes assez à l'aise au niveau de l'audit, très bien, vous arrivez, vous prenez, vous regardez, vous budgétez votre temps, je respecte, très bien, ok. Comme je vous le disais, c'est peut-être une indication. Donc vous allez peut-être mettre sur un dossier un 5 points en audit, 5 points, ça vous fait donc 1 heure en audit. Peut-être qu'en fait, ce dossier est à traiter en 50 minutes. D'accord? Encore une fois, c'est qu'une indication. Et vous commencez, vous vous lancez tranquillement au niveau de l'audit et vous répondez aux questions et vous répondez bien et vous faites de belles phrases, etc. Donc c'est très très bien. Mais finalement, vous grappillez un peu de temps. Et vous prenez du temps, mais étant donné qu'on est en début d'épreuve, le stress ne monte pas forcément à ce moment-là. Et vous arrivez sur le dernier dossier, pardon, la conso, et là, vous avez grappillé peut-être 15 minutes là, et vous avez grappillé 15 minutes autre part. Vous allez arriver au niveau du dossier conso, vous allez stresser au maximum, surtout que là, c'est de la technique. Donc, dès que il suffit de faire la moindre erreur sur votre calculette ou autre, et tout de suite, vous allez commencer à paniquer, et donc là, vous pouvez vous prendre les pieds dedans. Donc, tout ça pour dire que respectez l'ordre, tout simplement. Vous voyez, vous appréhendez, vous avez un budget dans tous les cas pour chacune des thématiques, donc vous respectez le budget. D'accord? Peut-être que sur le dossier audit que vous traiterez à la fin, peut-être que sur une question, bon, bah, ça va vous prendre 1 minute d'y répondre, ou en tout cas si vous arrivez sur la fin de l'épreuve, d'y répondre en 1 minute, mais peut-être que si vous traitez cette question en tout début d'épreuve, vous allez peut-être mettre 5 minutes à la traiter, parce que voilà, vous voulez bien faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, j'ai Alima. Exemple, sur l'examen de l'UE4 2019, le pourcentage de détention de capital de l'absorbé par l'absorbante était mentionné dans le dossier conso. Bah oui, bah alors là, c'est pas de chance pour... Bon, généralement, ce sont des dossiers indépendants, ou en tout cas, ils tentent de mettre toutes les informations au niveau de l'annexe. Vous pouvez également, alors ça fait partie de la difficulté de l'épreuve, c'est que parfois ça peut être un petit peu ambigu, d'accord? Parfois vous pouvez vous retrouver face à une situation où vous vous dites, bah je comprends pas vraiment la question, c'est pas très très clair, d'accord? Il faut toujours parler au correcteur. Tout le temps, vous posez vos hypothèses. Note, remarque, je considère à ce moment-là que, par exemple, sur le cas, je ne sais pas, d'une question qui n'est pas forcément très très claire, vous n'avez pas l'indication qu'il vous faut, je considère que les états financiers sont établis de cette façon-là, etc., etc. Ou en tout cas, vous parlez au correcteur. Hein, c'est toujours plus simple pour lui. N'oubliez pas que vous avez un être humain derrière, et donc facilitez-lui la tâche et il vous le rendra bien. Donc Anouar me dit OK pour la règle 100%, 50%. Mais pour la conso, par exemple, on nous demande de bien justifier les montants des écritures et cela nous prend un temps illimité. Et effectivement, c'est un peu un problème. Donc nous, on sera là pour vous expliquer de quelle façon vous pouvez, en définitive, justifier vos calculs sans que ça puisse vous prendre trop de temps non plus, en fait. Donc on va vous expliquer, en fait, une méthode. On le verra lorsqu'on fera des cas. Et qu'on redonnera, on descendra ensemble par exemple des écritures de retraitement de pré-conso et vous verrez de quelle façon est-ce qu'on justifie en optimisant son temps. Mais effectivement, ça demande du temps. Après la justification des calculs, si vous êtes sûr de votre coût, hein, vous n'êtes pas obligé tout le temps de tout justifier, mais effectivement, c'est mieux dans la mesure où si vous faites la moindre erreur, la moindre dyslexie de chiffres, le correcteur va identifier cela et puis vous serez moins sanctionné. D'accord? Donc, également, toujours commencer par ce que l'on maîtrise le mieux. D'accord? On laisse toujours le plus complexe à la fin. Je dis ça pourquoi? Parce que ce soit dans la technique pure, au niveau par exemple d'un retraitement de pré-conso, il faut tout le temps sur ce type d'épreuve, il faut toujours commencer par ce que l'on maîtrise le mieux. Ça vous permet de vous mettre en confiance, d'accord? Ne vous lancez pas tout de suite dans quelque chose de très complexe, ok? Montez, laissez-vous monter en puissance, laissez le stress redescendre, d'accord? Et vous allez voir que de toute façon, après, ça se passe très très bien. En général, les examens sont faits quand même de cette façon-là, c'est-à-dire que le plus complexe, vous avez toujours des questions assez complexes, mais qui sont en fin de dossier. Mais toujours, vous, dans votre esprit, que ce soit au niveau de l'apprentissage, au niveau, même lorsque vous êtes en poste, au niveau de votre épreuve, peu importe, vous laissez toujours le plus complexe à la fin et vous commencez toujours par ce que vous maîtrisez le mieux, d'accord? Que ce soit sur de la technique pure ou que ce soit sur des questions tout simplement ou sur une façon d'appréhender les choses, ok?
Et comme je vous le disais, en cas de doute, vous indiquez des hypothèses. Donc, dernier point, traiter tout le sujet. On répond à toutes les questions. Hein. Il n'y a pas de point négatif. Donc, répondez à tout. Allez-y, allez chercher des points. On est là pour ça. Grappillez au maximum. Et vous vous battez jusqu'à la dernière minute. Faut se battre, faut aller chercher des points. Et encore une fois, vous arrivez sur la fin, le dossier conso, il reste 3 minutes. Vous avez le surveillant, il vous reste 5 minutes. Ou peu importe. Eh ben, vous répondez, vous allez chercher une réponse, ou en tout cas, vous sortez quelque chose. Bon, évidemment, il faut que ça ait un minimum de sens, mais voilà, gardez toujours en tête que il n'y a pas de point négatif, quoi. Donc, ça peut être que du plus. D'accord? Donc dernière chose, voilà, s'entraîner à rédiger, être synthétique, maîtriser le champ lexical, c'est très important afin de renvoyer une bonne image au correcteur. Hein, c'est très important. Donc, dernier point, on va faire un petit focus par rapport aux notes du jury, en tout cas ce qu'il en ressort. Donc on a identifié là chez ProConta, on s'est appuyé sur la note du jury 2018 puisque 2019 n'est pas encore sorti. De même, les résultats donc du DSCG là, de 2019 devaient normalement être publiés ce jeudi, mais malheureusement, par rapport au problème de grève, ça n'a pas été le cas. Donc dans tous les cas, au niveau des notes du jury, on ne les aurait pas eues pour aujourd'hui. Donc ce qu'il en ressort, le taux de réussite est en baisse, 19% en 2018 contre 24% en 2017. Ok. Premier point, et ce qui est vrai en soi, voilà ce qu'il en ressort, c'est un extrait en tout cas de cette note. Malheureusement, les copies reflètent toujours une connaissance approximative ou méconnaissance des points clés du référentiel lié à l'UE4. C'est-à-dire que au niveau par exemple de la consolidation, vous devez avoir des prérequis. D'accord, vous devez avoir des prérequis pour être bon en conso, étant donné qu'on s'appuie sur les comptes sociaux, il faut à minima comprendre ce qui se passe au niveau des comptes sociaux. Donc on est là également aussi pour renforcer un petit peu vos connaissances par rapport à ça et pour les appréhender de manière à appréhender au mieux cette épreuve du DS. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de candidats qui se mettent à travailler à la dernière minute. D'accord, donc les 6 dernières semaines ou le dernier mois, ils se mettent à travailler comme des acharnés, et c'est pas du tout une bonne stratégie. Mieux vaut travailler en amont, régulièrement et de façon beaucoup moins intense, et d'avoir également une vie peut-être professionnelle et personnelle à côté. Mais mieux vaut travailler en amont régulièrement que de se mettre à travailler à la fin comme ça de façon très intense et de redescendre un maximum d'éléments. C'est la meilleure façon pour s'en mêler les pinceaux. Donc premier point qui avait été remonté, c'est que c'est vrai qu'il y a trop peu de travail en amont et en tout cas par rapport aux prérequis qu'on vous demande d'avoir, parfois c'est vrai qu'il y a quand même de grosses carences et donc du coup vous vous retrouvez embêté à traiter certaines problématiques. Donc des candidats en poste et pas suffisamment accompagnés également, hein, vous avez un nombre en tout cas de personnes assez importantes qui travaillent également en parallèle. Hein, c'est peut-être votre cas et qui se retrouvent un petit peu isolés et qui vont tenter d'appréhender au mieux cette UE, hein, qui tentent d'y mettre de la bonne volonté, mais malheureusement en étant seul, c'est vrai que ça peut être très compliqué parfois et ça peut être démotivant. Hein. Ce que nous dit le jury, la note du jury, c'est force est de constater qu'un certain nombre de candidats, souvent pris par leur activité professionnelle, ont du mal à se mettre dans l'esprit de ces épreuves. D'accord? Donc, et à maîtriser les connaissances associées recouvrant un programme vaste et très technique. Et donc c'est vrai que le fait d'être seul et de travailler à côté, parfois on n'a pas le temps de venir et encore une fois de maîtriser tout le programme. Donc, ou en tout cas de pouvoir comprendre certaines notions techniques, hein, certaines opérations. Et c'est vrai que ça peut être démotivant et c'est très compliqué à gérer. Donc nous, on est là encore une fois pour vous accompagner tout au long, en tout cas, de ce programme.
Autre point également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mauvaise maîtrise des connaissances de base. La conso, la fusion ou la scission et l'audit ne sont pas des thématiques que l'on peut dominer en les découvrant quelques jours avant l'examen. Donc ça recouvre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut quand même avoir des prérequis. Vous avez tous des niveaux, en tout cas, qui sont différents, hein. En général, les groupes que moi je récupère, ou en tout cas les groupes avec lesquels je travaille plutôt, sont totalement en tout cas hétérogènes au départ. Le but du jeu, c'est à la fin d'homogénéiser ce groupe de façon à ce que vous puissiez avoir les connaissances qu'on vous demande de maîtriser le jour de l'examen. Hein, ce qu'ils veulent, c'est 10, pas plus. Vous en avez certains qui viennent peut-être de DCG, il y en a peut-être d'autres qui viennent d'écoles de commerce, d'autres masters, etc. Et donc, vous n'avez pas forcément les mêmes prérequis au départ, mais encore une fois, nous, on va être là pour consolider vos bases et puis pour pouvoir, par la suite, monter en puissance. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'il en ressort des notes du jury, c'est ça, une préparation approximative, une préparation en fin d'année, vraiment où on va tenter de rattraper tout le programme, ce qui est très compliqué, et le fait de se retrouver seul et de devoir, encore une fois, se mettre le soir la tête dans les bouquins, en se retrouvant totalement isolé, à maîtriser des problématiques quand même assez complexes. D'accord ? Alors, les évolutions envisagées pour la session 2019 ou 2020. Pour la session de 2020, le programme est allégé de la partie analyse des données financières publiées par les groupes, rattachée à l'UE2 de finance. En revanche, les IFRS constituent une rubrique à part entière. Un peu à l'image du sujet de cette année, la part des IFRS va donc avoir tendance à prendre une place de plus en plus prégnante dans les sujets d'examen. Donc c'est ce qu'on a dit tout au long de ce live, c'est-à-dire qu'encore une fois, les IFRS se développent et ils tentent de vraiment de mettre de faire un focus en tout cas par rapport à ça, ce que nous également on fera. Hein. Donc je crois que c'est tout par rapport à ça. Alors nous, notre préparation à l'UE4, vous avez un accès à des vidéos de cours, une cinquantaine à peu près de vidéos, qui s'accompagnent également de fiches synthétiques. Vous avez des lives de méthodologie, donc on en parlait, afin de redescendre en tout cas les différents points techniques, en tout cas les points les plus techniques, vraiment les gros exercices. Vous avez des lives d'entraînement ciblés, donc par rapport, encore une fois, à certaines thématiques. Vous avez 2 épreuves blanches. Ces épreuves sont donc accompagnées également de séminaires de correction, d'accord, qu'on fera en live. Vous avez les corrigés types de ces épreuves blanches, et vous avez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les copies vidéo corrigées. Hein, c'est quelque chose qui est très apprécié par nos étudiants, et c'est vrai que ça vous apporte une véritable valeur ajoutée, puisque vous avez, pendant que l'on corrige votre copie, en tout cas, vous avez les remarques de l'enseignant. Et vous avez, encore une fois, une banque de dossiers, donc où vous avez plein d'exercices de différents niveaux qu'on vous met à disposition, et leur correction complète. D'accord ? Vous avez également un rendez-vous coaching tous les mois, afin justement de pouvoir observer où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous vous sentez, comment se passe votre avancement pédagogique, etc. D'accord ? Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Donc allez-y, surtout n'hésitez pas. Donc la vidéo correction, ce dont je vous parlais, le professeur se filme en train de corriger votre copie, il la note à l'écrit et commente oralement votre rendu. Cette technique révolutionnaire vous donne un diagnostic précis de votre niveau et votre besoin. C'est vrai que c'est très apprécié par nos étudiants, et c'est vraiment très intéressant comme exercice. D'accord ? Donc, au niveau du calendrier, à partir de janvier, donc, vous avez un accès à la plateforme avec les vidéos qui portent donc sur les différentes thématiques. Janvier, juillet, donc c'est tout l'avancement pédagogique, d'accord. Acquisition des connaissances, de la méthodologie. C'est pendant cette période également que vous avez donc les lives de méthodologie, qui portent donc sur, encore une fois, les exercices les plus complexes. On va vous redescendre avec vous la méthode qu'il faut appréhender au mieux.
avec les entraînements. Et puis, août-octobre, là, on intensifie un petit peu les révisions, le programme, et vraiment, on se focalise objectif, examen, examen, examen. D'accord ? Donc dites-moi hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. N'oubliez pas que le support de ce live est disponible en téléchargement, donc surtout n'hésitez pas et prenez-le. Donc une garantie de réussite chez nous, chez ProConta. On est tellement sûr, si je puis dire, de notre coût que effectivement l'UE est soit validé, soit remboursé. Donc n'hésitez pas par rapport à ça, hein, ça peut être que du plus. Et encore une fois, voilà, si vous êtes assidu, si vous travaillez convenablement, si vous êtes impliqué, motivé, nous on est là pour vous aider. Vous ne serez pas seul et donc tout se passera vraiment, vraiment bien, quoi. Il y a pas de raison, hein. N'oubliez pas que le taux de réussite, c'est vraiment très très particulier puisque encore une fois, vous avez beaucoup de gens qui passent le DS, qui ne se présentent pas forcément, qui abandonnent en cours de route, plein de profils différents. Enfin en tout cas beaucoup de masters vous permettent de passer le DSCG, donc il y a des gens qui s'inscrivent comme ça. Mais tout le monde n'est pas forcément très bien préparé, hein. Ce qu'on vous demande, c'est un niveau minimum de connaissances. Et croyez-moi, en général, les étudiants moi, que je prépare, ça se passe toujours, ça se passe en général relativement bien pour eux. Donc surtout, n'hésitez pas, en tout cas, dites-moi hein, si vous avez des questions. Mais voilà, il faut pas que cette UE vous fasse peur. Elle a mauvaise réputation, mais si vous vous préparez convenablement et que vous êtes impliqué, il n'y a pas de raison. Donc au niveau de nos offres de lancement, c'est jusqu'au 30 décembre, c'est 330 €. Vous avez une offre promotionnelle au lieu de 480 €. D'accord, donc profitez-en. Et donc on propose aussi également un pack avec l'UE1 de gestion juridique. Donc la 1 et la 4 jusqu'au 30 décembre, offre promotionnelle également, c'est 600 € au lieu de 960 € pour les deux UE. Donc vous avez également des rendez-vous individuels, hein, totalement gratuits, où vous pouvez donc avoir des enseignants ici qui viennent répondre à vos questions, ou en tout cas des personnes qui peuvent répondre à vos questions, et vous verrez, ou en tout cas n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça, hein. D'accord? Donc si vous avez les moindres questions. Alors j'ai une question de Carmen. Vos cours sont à jour par rapport à la réforme? Absolument, Carmen, hein. Absolument, puisque encore une fois, là l'idée de ce live, c'est vraiment de faire une présentation donc du programme qui porte sur la session 2020. Donc oui, nos cours sont à jour des différentes réformes qu'il y a pu avoir, hein. Que ce soit les nouvelles normes IFRS qui sont entrées en vigueur, que ce soit, encore une fois, comme je vous le disais, la loi Pacte ou autre, tous nos cours sont évidemment à jour. D'accord? Donc, voilà, vous avez également donc, dans le lien les coordonnées de chez ProConta. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a un petit peu débordé sur le temps. J'ai tenté de répondre en tout cas à vos questions. Est-ce que ça a été? Faites-moi un retour. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez pu en tirer quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une valeur ajoutée par rapport à ce live? Hein, faites-moi un retour. Hein, faites-moi un retour par rapport à ça. Est-ce que ça a été? Je t'en prie, Carmen. Aucun problème. Voilà, donc faites-moi un retour. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour y répondre, donc allez-y. Hein, surtout n'hésitez pas. Faites-moi un retour par rapport à ça, par rapport à votre expérience. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Est-ce que très bien, Hassan, très bien, Alima, tant mieux si ça vous a plu. Impeccable, hein, je suis très content. Donc écoutez, j'espère vous revoir prochainement chez ProConta. Je t'en prie, Magali. Je t'en prie, un noir. D'accord.
Très bien, je note. Écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous souhaite également, si vous n'avez pas d'autres questions évidemment, je t'en prie Adas. Je vous souhaite également donc plein de réussite pour cette nouvelle année à venir. Je vous souhaite beaucoup de courage. Donc voilà, ça a été un plaisir pour moi. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des questions, hein, on pourra y répondre par la suite. Et, euh, et donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon week-end. Au revoir.